Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win. And the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouveau numéro du podcast, le numéro 227, et on va discuter ensemble du 7e Grand Prix de la saison du côté de l'Italie sur le circuit iconique du Mugello. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, on se fait un tête-à-tête avec Automne. Comment ça va, Automne ? Super, merci. Et toi ? Ça va. Est-ce qu'on dirait pas toujours champion du monde pour rendre hommage à Pierre qui n'est pas là mais qui a vécu lui aussi une belle course et un beau week-end plutôt. On pense à lui. On va faire un point rapidement sur les news, puisqu'il s'est passé quelques petites choses pendant cette courte période entre les deux dernières courses. La première, c'est que Aprilia a enfin son sponsor titre dès ce week-end, puisque Monster a signé avec eux. On rappelle que Bezzecchi et Bagnaia sont des pilotes sous contrat Monster et que cela pousse Martin à mettre son sponsoring avec Red Bull en stand-by. On a appris une autre nouvelle aussi, c'est que longtemps délocalisé en Asie, principalement à Jakarta, la présentation officielle du MotoGP 2027 devrait être faite aux US à Miami. Moi, c'est une nouvelle qui m'a un peu fait tiquer. Qu'est-ce que t'en penses, Automne ? C'est dans la lignée de ce qu'apporte Liberty Media, mais je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment un énorme public, que ce soit à Jakarta ou à Bangkok, enfin dans tous les pays d'Asie du Sud-Est où il y a énormément de fans et qui se déplacent pour ces événements qui sont en centre-ville. Je sais pas comment ils arriveront à amener autant de monde à Miami. Ouais, je pense que ce sera un public complètement différent et pas forcément un public de fans comme on peut avoir en Asie. Du côté des news, on voulait faire un petit point médical sur l'état de santé d'Alex Marquez, qui lui a été bien opéré et qui est en rémission. Et à côté, on pense évidemment à Johann Zarco, qui doit attendre quelques semaines pour se faire opérer. Le temps d'indisponibilité du pilote est un peu inconnu. Il y a une autre rumeur qui concerne les motos, qui dit que potentiellement l'année prochaine en MotoGP, il n'y aurait plus deux, mais une seule moto par pilote. Est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise chose, sachant que ça a quand même beaucoup divisé les pilotes, que Pedro Acosta a pas mâché ses mots quand ça a été annoncé ? Bah écoute, pour une fois que Pedro Acosta a raison, non, je suis d'accord avec ce qu'il a dit et forcément il s'y connaît 1000 fois mieux que moi sur le sujet, mais ce serait bête d'avoir une seule moto par pilote parce que rien qu'une chute pendant le warm-up et ça peut déjà mettre tout ton dimanche de travers. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer, c'est important d'avoir les deux motos. Pour changer les réglages, ça a aucun sens. Est-ce qu'on ferait un arrêt au stand avec le changement des réglages pour passer en réglage pluie, avec changement des roues dans la pit lane ? Enfin, je pense que le système est bien rodé comme ça avec deux motos et c'est bien d'essayer de s'inspirer de la F1. Enfin non, c'est pas bien, mais ils essaient de le faire. Mais là, c'est trop loin de vouloir que chaque pilote ait une seule moto. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et puis, si c'est s'inspirer de la F1, au final, c'est des sports mécaniques, mais c'est deux sports qui sont tellement différents sur plein de points que je pense que c'est pas la bonne réflexion. Et puis, ce que disait Acosta, c'est que t'as beau avoir les meilleurs mécaniciens du monde, 3 heures pour remonter une moto quand c'est un cube sur le bord de la piste, et avec tout le talent qu'ils ont, ça sera pas forcément la chose la plus simple à faire. Donc, bon, pour l'instant, il y a rien de confirmé. On pourra en débattre quand ça le sera ou non, on l'espère. On va faire une petite aparté MotoGP automne pour parler de la Rookies Cup dans laquelle on a eu le droit à un nouveau podium pour Planck. C'était la 2e fois après l'Allemagne en 2025. C'était important pour nous de le notifier puisque c'est un des Français qui roule dans la catégorie avec D'Acosta. Et puis à côté surtout, on voulait dire que toute l'équipe pense très fort à Lucy Butzel qui a été victime d'une grosse chute à Nogaro ce samedi. Et qui a 2 fractures au pied et les vertèbres touchées et qui parle d'un port de corset pendant 3 mois, donc un petit temps d'absence dans son championnat mondial. Ouais, vraiment une bonne guérison et qu'elle prenne le temps pour revenir en bonne santé. On va passer côté Moto3 assez rapidement, Automne. Du côté des qualifications, on a eu en Q1 Uriarte, Danif, Buchanan et Bertele. Et puis en Q2, c'est Almanza qui prend la pole position à côté de Danif
et Kelso. Mais mauvaise nouvelle pour Almanza, il a été déclaré forfait ce matin puisqu'il a la grippe. Peu dommage pour lui. Et il a même pas pris de bateau de croisière. Tout le monde n'aura pas la ref à cette blague, mais moi, elle me fait beaucoup rire. Durant la course, Almanza absent, c'est Uriarte qui est allé prendre la victoire face à Carpe Danif. On retrouve Adrián Fernandez qui était très très en forme dans cette course à la 4e position. Et puis le top 10 se conclut avec Joël Esteban, Eddie Oshie, David Munoz, Pratama, Kelso et Jesus Rios. Et on retrouve Kilies qui est un peu loin par rapport à son habitude, qui est 11e. Et on a eu 2 personnes non qualifiées, c'est Salmela et Ogarman. Au championnat, on retrouve Quiles qui gratte quand même des petits points avec 145 points au classement général, 93 pour Carpe et Fernandez 89. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course, Automne ? Alors c'était vraiment une superbe course, comme le Mugello nous en réserve si souvent. Des grosses bagarres en grand groupe, Quiles qui fait une remontée assez incroyable parce qu'en qualif il s'est un peu fait avoir comme un débutant en attendant pour trouver une roue et en jouant la montre, et puis au final il a passé la ligne et il avait plus le temps de faire un tour. Il a pris le drapeau à damier direct. Donc je crois qu'il partait 14e et il a fait une belle remontée dans la course, mais à la fin c'était trop compliqué. Il a essayé de passer par des trous de souris, il a failli se mettre plusieurs high side, donc il a réussi à rester sur ses roues, mais malheureusement il a dû écarter plusieurs fois, et surtout dans le dernier virage, ce qui fait qu'il se retrouve 11e à l'arrivée, mais il a quand même sauvé quelques points, et vu le nombre de fois où il aurait pu finir par terre, c'est pas si mal payé. Puis il y a quand même des petits moments où on s'est dit il va quand même aller essayer d'aller récupérer la victoire. Moi, il m'a un peu donné l'impression, toi, de se battre, comme tu l'as dit, et en même temps de dire bon, c'est bon, les enfants. À un moment donné, vous avez joué, maintenant c'est mon tour. Mais je pense qu'il nous réserve encore de très très belles choses pour la fin de saison. Je pense qu'on peut parler de Uriarte aussi, Ouais, super belle course. Pour qui c'est sa première victoire. Il y a aussi le premier podium de Danif, que des premières fois pour ses pilotes. Écoute, il y a un certain pilote espagnol qui a connu sa première victoire en petite catégorie au Mugello. Et après, il est devenu un des plus grands pilotes du MotoGP. Donc, si c'est le début d'une grande histoire, c'est chouette. Mais en tout cas, il a fait une belle course, Brian Uriarte. Faut pas oublier qu'il est champion en titre du Junior GP et de la Red Bull Rockies Cup. Et il montre déjà toutes les belles promesses qu'il laissait entrevoir, donc c'est chouette. Oui, c'est clair. Et puis aussi Danif qui s'est très très bien battu, comme j'ai dit, qui lui fait son premier podium. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu de pilote. De Malaisie sur le podium, ouais, depuis Zulfami Khairuddin. C'est un beau podium pour lui. Il était très ému pendant les interviews, donc ça faisait plaisir à voir. Je pense qu'on peut rapidement parler de Oshie, si t'en as envie, de lui ou de Hogarman, un peu tes petits chouchous dans la catégorie. Oshie, il a fait une super course. On l'attendait pas si proche de la tête de course. Mais il a fait une course très, très maîtrisée, très réfléchie. Il a fait des dépassements osés quand il fallait pour garder le contact des avant-postes. Et c'est un peu dommage que ça soit pas un super résultat sur la ligne d'arrivée. Mais en tout cas, il a beaucoup appris, je pense, pendant cette course. Et on se disait que ce serait Joel Kelso qui avait vraiment toute l'expérience dans cette équipe pour aider Oshie à progresser. Et là, on a vu que Oshie était capable de rivaliser avec Kelso. Donc, c'est vraiment très encourageant pour la suite. Ouais, puis c'est impressionnant à voir quand tu sais d'où il part, tous les problèmes physiques qu'il a pu avoir quand il était dans les petites catégories bien avant d'arriver ici. C'est une belle concrétisation pour lui et puis ça laisse quand même espérer de belles choses. Comme tu l'as dit, une progression qui peut être que montante pour ce pilote, alors que effectivement son coéquipier Kelso qui s'était bien qualifié termine qu'à la 9e place, ce qui est un peu loin. Kelso, il a fait une super course aussi. C'est juste qu'il s'est retrouvé dans un mouvement de course à un moment où il a été écarté et il n'a pas réussi à revenir. Donc, c'est un peu des faits de course comme ça qui conditionnent le résultat à la fin. Mais pendant une bonne partie de la course, il y avait les 2 motos de MLAV Racing qui étaient sur le podium provisoire. Donc, il y avait Quiles, Kelso et puis Eddie Oshie. Donc, c'était super, et on voit que Léopard est pas le seul team qui arrive à faire marcher cette Honda, en tout cas au Mugello.
Ouais, puis, de toute façon, c'est le jeu du Moto3, c'est, Jules Danilo qui le disait pendant la course. Il disait: «Il y a des endroits au Mugello où, sur un dépassement, en fonction de où tu te situes, tu peux gagner 11 places d'un coup». Donc, tu peux autant en gagner qu'en perdre, malheureusement. Donc, ça se joue toujours, à pas grand-chose, dans la catégorie. Mmh mh. On va passer au Moto2 si ça te va? Alors côté Moto2, il y a quelques petites rumeurs puisque, le sujet, actuel quand même pour cette 7e course de la saison, c'est beaucoup le mercato puisqu'on a été habitué ces dernières années à avoir plein d'infos en début de saison, savoir qui allait où dès la 3e, 4e course. Là, c'est pas le cas. On sait que ça prend un peu plus de temps et il y a des rumeurs sur le mercato autour de Gonzalez, qu'on espère voir monter en MotoGP, mais les teams, tardent à lui proposer quelque chose. Il y a eu pas mal de rumeurs ces dernières semaines sur un retour, en superbike, en supersport et cetera, pour le pilote. Il y a même eu une rumeur comme quoi il irait, rejoindre Honda, ce à quoi il a répondu sur Twitter, «Je compte pas aller dans une équipe qui n'est pas en mesure de gagner». Il a pas sa langue dans sa poche et il est assez clair sur, ce qu'il veut pour la suite pour lui. Et puis on avait aussi, comme tu me l'as dit en off avant le début de la course, Surutuzak qui remplaçait Navarro ce week-end. Côté Ouais. Et Vas-y. puis il y a aussi Unai Radre qui remplace Angel Piqueras qui est toujours blessé depuis l'énorme crash à Austin. Mais bon, on espère revoir Angel Piqueras quand il sera en mesure de repiloter. Ça commence à faire un petit moment pour lui, ça doit aussi, le démanger de remonter sur une moto. Côté qualif, en Q1, on retrouve Holgado, Honshu et Arbolino. Et puis en Q2, on en parlait de ce pilote, c'est Gonzalez qui vient prendre la pole face à Salak et Eskrig. Du côté de la course, on a Gonzalez qui vient prendre la victoire juste devant Vietti. Automne, tu t'en doutes, je n'attendais qu'une chose, c'est que Vietti aille chercher Gonzalez. On aurait pu rajouter 15 tours, ça m'aurait été. Et puis c'est Holgado qui vient compléter le podium, juste devant Ajus, Salak, Lopez, Guevara, Baltus, Verrer, Honshu et Arbolino. Pas du tout pour clôturer le top 10, il est 11e, mais je me suis un peu emballée. Et puis au classement, on a donc Gonzalez avec 129,5 points pour le classement au championnat général. On a Guevara ensuite et Vietti qui prend quand même la 3e place du championnat derrière les leaders. Cette course automne, moi je l'ai trouvée très intéressante, mais je veux bien ton avis. Moi j'ai trouvé que les derniers tours étaient les plus intéressants. Mais c'était un peu dommage quand même que Ivan Ortola ait ce problème technique et que ça l'empêche de finir la course. Il aurait mérité d'être sur le podium. Mais bon, au moins, ça met Holgado sur le podium. Et c'est vrai qu'entre les deux pilotes de Aspar, David Alonso, c'est celui qui a le plus d'éclairs de génie et de courses incroyables. Mais Holgado, c'est celui qui est le plus régulier. Et sur la longueur, on voit que Holgado, il continue de faire des résultats stables et de jouer le podium, ou alors le top 5, ou alors le top 7. Alors que David Alonso, parfois, il passe à travers. Et là, c'était le cas ce week-end. Encore de l'apprentissage, j'imagine, pour le pilote, mais c'est vrai qu'il y en a un des 2 qui a réussi à s'adapter beaucoup plus vite à la catégorie que l'autre et à montrer des choses, ce qui est assez étonnant puisque Alonso, on l'attendait très, très haut. On sait aussi que le passage Moto3, Moto2, il est parfois difficile. Des fois, c'est plus simple pour les pilotes de faire, Moto3, MotoGP, que de passer par la case du milieu. Ça n'enlève en rien le talent du pilote, mais on espère que ça fera pas un effet pétard mouillé avec tout ce que ça a pu nous faire vivre comme émotion, dans ces précédentes saisons. Je suis pas d'accord. Je pense qu'ils sont tous les deux adaptés très bien en Moto2. Les courses que David Alonso fait en Moto2, où il maîtrise, on voit qu'il est complètement au fait de la catégorie. Il gère très bien. Mais il y a des week-ends où on comprend pas pourquoi et ça marche pas, quoi. Il est nulle part. Alors que Holgado est plus régulier. Et justement, c'était ça mon point, c'est que pour moi, le fait qu'il y ait une différence entre guillemets de régularité entre les 2 pilotes vient aussi d'une question d'expérience assimilée depuis leur arrivée dans la catégorie. Mais effectivement, de toute façon, un pilote ne fait pas l'autre et leur évolution est complètement différente, mais ça reste 2 pilotes intéressants à suivre. On en parlait en début de catégorie, on parlait de Gonzalez, c'est Matt Oxley qui disait que ça devenait quand même de plus en plus difficile pour les teams d'ignorer Gonzalez et que dans le paddock commençaient à se répandre des rumeurs de passage chez Trackhouse. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui sera intéressant pour lui? Alors, de toutes les équipes MotoGP, les rumeurs viendraient forcément pour Trackhouse parce que c'est là où il y a éventuellement encore une place. Et il a fait un test sur cette moto en MotoGP, faut pas l'oublier. Mais
Je sais pas, on sait que Raúl Fernandez est sur la sellette chez Trackhouse. Est-ce qu'on garderait plus Raúl Fernandez qu'on ferait monter Manuel Gonzalez? S'ils arrivent à avoir de la place pour les deux, c'est très bien, mais à chaque fois qu'il y a un choix comme ça entre des pilotes, je suis d'accord qu'on laisse leur chance toujours aux nouveaux venus, et surtout Manuel Gonzalez qui mérite plus que quiconque en Moto 2, alors qu'il y a plein d'autres de ses rivaux qui vont monter parce qu'ils ont des connexions avec des teams qui leur permettent d'accéder plus facilement en MotoGP. Mais j'espère pour lui qu'il y aura une place chez Trackhouse. Oui, et puis là, c'est difficile comme réflexion au niveau de Trackhouse parce que, comme tu le dis, il y a Fernandez qui est sur la sellette, mais Fernandez qui a fait un week-end exceptionnel encore une fois. Un week-end. Il a fait un très beau samedi et puis là, il termine encore dans le top 10. Donc, comme d'habitude, il y a ce truc de pilote sur la sellette qui se réveille et qui commence à montrer des choses. Je pense que les discussions vont prendre un peu de temps pour ce pilote, mais effectivement, ça serait dommage de pas le voir monter alors que, comme tu l'as dit, c'est un des pilotes qui mérite le plus. Ensuite, on peut faire un petit point quand même. Automne, tu t'en doutes, je pouvais pas parler de cette catégorie sans parler de ce pilote, de Vietti, qui termine deuxième, qui avait déjà fait un très beau week-end sur la dernière course et qui prend la troisième place, enfin qui garde plutôt la troisième place au classement général. Est-ce que tu penses que, comme d'habitude, c'est son moment de révélation de l'année, où il se prend en main et il fait quelques petits trucs sur certaines courses, dont celle où il y a Rossi? C'est quand même la blague récurrente autour de ce pilote. Ou est-ce que tu penses qu'il a compris quelque chose avec cette moto et que pour cette saison qui est un peu décisive pour lui sur le fait de rester ou non dans la catégorie, il a enfin compris comment cette moto fonctionne de manière régulière? Alors, comme je suis pas dans son box, je suis pas en mesure de te répondre là-dessus. Tu pourrais faire un effort quand même. J'espère vraiment que c'est un déclic et qu'il va empiler les performances comme ça. Mais on sait aussi il brille par intermittence. Et il a fait une très très belle course. Je suis un peu déçu qu'il ait pas gagné d'ailleurs, parce que ça aurait été incroyable de le voir gagner au Mugello. Le doublé italien aurait été magnifique. Mais non, écoute, par contre, pour l'histoire de son futur et du MotoGP, j'ai l'impression que les portes se referment légèrement. Donc déjà, on peut souhaiter qu'il fasse de super courses comme ça tout le reste de la saison, et on verra bien où ça mène ensuite. Ouais, je suis d'accord avec toi et comme tu dis, j'aurais aussi aimé le voir gagner. Ça aurait été une belle chose sur ce beau circuit. En tout cas, moi, je croise les doigts dans tous les cas. On en parlera plus en MotoGP, mais c'est vrai que les rumeurs commencent un peu à se refermer le concernant. On a aussi vu un petit moment moins sympa dans la catégorie qui est Esrig, qui se fait toucher par Lopez et qui finit au gravier, qui finit très très énervé au point de mettre un petit coup de pied dans les air fence. Donc il n'était pas très content. Lopez, lui, s'est pris un petit long lap histoire de marquer le coup. Tout en mettant un coup de pied dans les air fence, il risque pas trop de se faire mal et il a blessé personne. Donc c'est pas si grave. Il y a aussi une autre chute qui a attiré mon attention, c'est Canet qui est tombé avec Xabi Sorotousa justement. Et il s'est pris une grosse chute quand même, Canet. Ouais. Et il s'est relevé tout de suite et il a couru pour aller voir si Sorotousa allait bien, parce que en tombant, Canet l'a fait dévier et aller tout droit vers le mur. Au final, Sorotousa aussi s'en sort bien, mais en tout cas, c'était beau de voir Canet se préoccuper tout de suite du sort de Xabi Sorotousa au lieu de juste penser à lui-même. Côté Moto 2, est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce qu'on passe au plus gros morceau du week-end, le MotoGP? Non, je pense qu'on peut passer au plat principal. Alors, comme on l'a dit en début d'épisode, Alex Marquez, lui, était encore absent ce week-end. À minima, jusqu'au Grand Prix de Hongrie, c'est Pirot qui le remplace. Et puis, pour Zarco, on a eu besoin de le remplacer ce week-end. Il y avait des clashs de calendrier avec Chantrey Dixon qui n'était pas dispo puisqu'il y avait du World Superbike. Dixon qui d'ailleurs est out pour Aragon finalement. Et c'est Crutchlow qu'on est allé chercher pour le remplacer. D'ailleurs, Zarco sera remplacé par Chantra Suzuka pour la course d'endurance. Et on a aussi vu le retour de Marc Marquez qui a fait un retour très rapide. On l'a vu ce week-end marcher avec sa botte pour son opération dans le paddock. Je pense qu'on peut faire une rapide aparté sur le retour de Crutchlow. On en parlait avec les garçons du podcast Automne. C'est un peu questionnable quand même de se dire
qu'on n'a pas suffisamment de pilotes «jokers» entre guillemets qui sont encore en activité, qui roulent, pour, au point d'aller chercher Crutchlow, au point même de ne pas peut-être se poser la question d'aller prendre des pilotes Moto2 pour les faire essayer les MotoGP durant le week-end. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, bien sûr que ce serait mieux de faire monter des nouveaux et leur laisser le temps d'essayer la moto, mais c'est dur d'être tout de suite dans le rythme avec une moto qu'on connaît pas et avec plein de choses à assimiler. Et en plus, ils jouent un championnat. Donc, quelle serait la légitimité d'un pilote qui ne joue pas le championnat Moto2 et qui du coup est plus loin et roule derrière, de monter en MotoGP? Vaut mieux laisser monter les meilleurs de Moto2 qui mériteraient le guidon, sauf que eux jouent le championnat donc ils peuvent pas monter. C'est un peu une situation inextricable. Je comprends que ils aient été à court d'options et qu'ils aient pensé à rappeler Crutchlow parce qu'ils avaient des bons souvenirs ensemble. Et ça s'est pas si mal passé. Enfin, on verra plus tard. Mais écoute, s'ils avaient pas d'autres options, pourquoi pas. Ouais, moi je me suis quand même interrogée sur le fait de pas faire venir Chantra parce que pour le coup, Chantra ne joue pas de championnat, de l'autre côté. Mais effectivement, ça reste une question qu'on se pose assez souvent quand il y a des remplacements de pilotes en MotoGP. Mais Heu écoute, Chantra, il revient de blessure aussi, comme Dixon. Dixon, il revenait de blessure, il a repris une chute et finalement, il a été déclaré unfit pour le reste du week-end à Aragon. Mais Chantra, il est pas en super forme non plus, il revient. Déjà, ils ont pas pu beaucoup rouler pour leur guidon actuel en Superbike. Donc si ils sont toujours remplacés par Johnny Ray ou d'autres pilotes et que en plus ils peuvent pas rouler sur leur Superbike parce qu'ils sont appelés en pige en MotoGP, ça devient compliqué cette affaire. Oui, c'est clair. Je suis d'accord avec toi là-dessus et moi, je m'étais posé la question aussi, d'avoir, comme on peut le voir, alors c'est des catégories beaucoup plus petites, mais comme on a déjà pu voir en FSBK, tu sais, d'avoir un pilote dans une catégorie qui fait aussi un remplacement dans une autre. Donc potentiellement, peut-être faire la course Moto2, MotoGP. Alors physiquement, ça serait quand même, extrêmement intense et fatigant pour les pilotes, mais il s'avère que ça n'a jamais eu lieu d'ailleurs, puisqu'en 2014, Marquez avait voulu faire le doublé MotoGP, Moto2 et ça lui avait été refusé. Ça peut se comprendre pour plein de raisons, mais ça serait une option, qui a le mérite d'exister. Que Freddie Spencer le faisait à son époque. Ouais, mais du coup, tu sais, Freddie Spencer, c'est encore une époque, feu Et puis l'époque où comment on oublier n'était pas Valentin encore nés. Debise en FSBK, bien sûr. Voilà, c'est plus à Debise, que je pensais puisque évidemment, c'est le roi de la double catégorie, Non, mais mais bon. enfin plus sérieusement, c'est impossible physiquement, mentalement et au niveau des repères de pilotage de concilier une course Moto2 et juste après une course MotoGP. Même s'ils changent le calendrier pour qu'il y ait la course Moto3 entre les deux, enfin pour moi c'est juste pas possible de faire ça sur un week-end de course en Grand Prix. Il y a d'autres disciplines dans lesquelles ils ont pas de souci à changer de moto, mais là, pour moi c'est pas possible. Oui, puis encore, changer le calendrier, enfin, du coup, quelle serait la légitimité du pilote qui est absent d'avoir assez de poids pour faire qu'on échange les catégories pour qu'on puisse le remplacer? Enfin, ça pose trop de questions encore Non, une mais fois. ça peut aller en parallèle avec les inversions de catégories qui sont faites pour les droits télé. Oui, c'est vrai. On va passer aux courses parce que sinon on pourrait en discuter pendant des heures. Côté qualification, en Q1, on a eu Fernandez et Ogura. Et puis en Q2, on a eu Bezzecchi qui prend la pole sur les terres italiennes face à Fernandez et Martin. C'est un triplié Aprilia. Et c'était la première fois que ça arrive pour la marque, donc c'était beau à voir. Côté course sprint, Bezzecchi a pris un départ un peu plus compliqué que prévu malheureusement pour lui. Et c'est Fernandez qui a remporté la course devant Martin, Via et suivi donc de Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguer, Bagnaia, Ogura, Acosta. Le top 10 se conclut par Morera. Quartararo lui termine 14e et Crutchlow, pour son fameux remplacement, termine 19e. Il vient fermer le bal puisque Mir, Bastianini et Morbidelli ne se sont pas classés. Mir d'ailleurs a été victime d'une panne technique. Le chat noir du paddock les enchaîne. Puis côté course du dimanche, c'est Bezzecchi qui vient remporter la victoire sur les terres italiennes devant Martin et Bagnaia. Le top 10 se finit avec Ogura, Digia, Acosta, Marquez, Fernandez, Aldeguer et Morera. Quartararo, lui, termine 18e et Crutchlow, le remplaçant, n'a pas terminé la course puisqu'il a visiblement eu un problème technique. Au championnat, on a Bezzecchi qui tient la tête avec 173 points, suivi par Martin avec 156 et Digia avec 134. Marc Marquez est très loin derrière puisqu'il est 8e avec 71 points, ce qui s'explique pour plein de raisons qu'on connaît. À noter quand même que Fabio est le premier des derniers chez Yamaha
Bagnaia, puisque c'est le titulaire qui termine derrière Miller et Toprak. Automne, on Et a puis vu. surtout, c'est le dernier des pilotes titulaires tout court, parce que derrière lui, il y a juste Michele Pirro qui est testeur. C'est une course à oublier pour le pilote français. Automne, cette course, elle a été très belle à voir, surtout par l'effet chauvin entre guillemets des Italiens, je pense, mais que ça a rajouté une saveur particulière à la fin de ce Grand Prix, puisqu'on a eu une très très belle célébration avec un envahissement de piste énorme, des fumigènes de partout. Alors on connaît ce circuit pour ses habitudes d'envahissement de piste, mais là c'était vraiment très très particulier. On avait un Pecco et un Bezzecchi qui étaient déchaînés d'euphorie face au public, des pilotes très très proches justement de tous les spectateurs. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course globalement? Alors, la course était super belle avec. Il y a des choses où ça s'est joué à très peu. Je pense à Yogura qui a failli dépasser Bagnaia pour la 3e place sur le podium. Non, non, c'était une très très belle course, très maîtrisée et très très stratège de la part de Bezzecchi. Mais effectivement, en fait, c'est surtout la fin et la communion entre le public et les pilotes. Et ouais, cet échange et les fumigènes, enfin, ça rappelle vraiment les grandes années du Mugello avec Valentino Rossi. Et je comprends que ces poulains veuillent faire des bains de foule comme ce qu'ils ont vu à la télé, quoi. Et ils le méritent. Et tu dis côté chauvin italien, mais c'est la même chose au Mans pour les pilotes français. Donc moi, je trouve que c'est génial que les Oui, tifosi complètement. italiens montrent toute leur passion. Et il y a eu quelques années où le Mugello était un peu en deçà de ce qu'on pouvait espérer, où il n'y avait pas beaucoup de monde parce que les places sont très chères, où l'ambiance était peut-être à la hauteur. Et là, ça prouve que c'est vraiment un des grands prix mythiques du calendrier. C'est Kevin de la boîte à clapper, pour ne pas encore le citer une nouvelle fois, qui a écrit un article sur le Mugello juste avant la course et qui justement disait un peu ce que tu racontais, que c'était un circuit qui a été un peu déceptif peut-être parfois pour certains pilotes, mais qui est quand même grandiose, qui a vu beaucoup de belles choses sur ce circuit. Et je trouve que ce week-end, il a retrouvé un peu de cette aura qu'on peut lui connaître et qu'on aime beaucoup avec le Mugello. On va commencer par faire un point avec KTM, avec un Acosta qui sauve les meubles, un Bastianini qui termine 2 fois par terre, un Binder aux portes du top 10 et surtout un Vignales bon dernier. Pour moi, un des grands mystères de l'humanité, Automne, c'est les KTM qui fonctionnent quand ça les arrange. On a vu Acosta vraiment être en mesure de se battre ce dimanche. Comment tu l'as perçu, toi? C'est vrai, Acosta, il fait des miracles avec cette moto et c'est un peu dommage parce qu'à chaque fois, on voit qu'il lui manque un peu de pneus pour tenir la fin de la course et que ça s'écroule juste dans les derniers tours. Il s'effondre un peu. Donc, c'était le cas à Barcelone, c'est le cas cette fois-ci au Mugello. Cette fois, il arrive à rester sur ses roues et il se fait pas jeter par terre par quelqu'un. Mais ouais, ça doit être frustrant pour lui. Bastianini, pour moi, malgré ces 2 résultats blancs, c'est un super bon week-end parce qu'il a montré qu'il était la 2e personne qui comprenait le mieux la KTM et qui arrivait à s'en servir le mieux, même si il n'arrive pas à franchir le drapeau à damier. Vignales revient de blessure d'une opération. Il faudrait juste qu'il arrive à se remettre dans un rythme suffisant pour voir s'il a toujours sa place et pas que ça se passe comme pour Paul Espargaro et que la décision se fasse sans qu'il ait son mot à dire et sans qu'il puisse montrer ce dont il est capable à 100%. Et puis Binder, en l'absence de mieux, il accumule des points, mais c'est pas enthousiasmant, quoi. Ouais, au moins l'avantage pour KTM ce week-end, c'est qu'ils n'ont pas eu de gros problèmes techniques comme on leur a connu il y a quelques semaines. Alors si, en essai. C'est mieux qu'en course. Non, mais la moto de Binder qui s'arrête en pleine ligne droite et il la pose contre le muret. Enfin, il faut faire une enquête sur pourquoi ces dysfonctionnements à répétition et en série sur les KTM. Oui, j'avais oublié tellement j'ai l'impression que tous les problèmes des KTM étaient sur la dernière course et pas ce week-end. Pour moi, Binder, c'était déjà passé. Mais effectivement, ça pose énormément de questions et une enquête serait peut-être nécessaire aussi, rien que pour la dangerosité de ces motos. On l'a vu, ça reste très compliqué, autant pour ceux qui sont sur la piste que pour les pilotes qui sont sur les motos. Alors Euh, forcément, c'est des prototypes. C'est toujours des motos qui sont pas fiabilisées à 100% comme des motos de série. Et avoir autant de dysfonctionnements, de casses, de problèmes, c'est quand même un petit peu... Je suis d'accord avec toi. Côté des Ducati, par contre, c'était quand même un beau week-end.
On a quand même vu le retour de Marquez, donc ça fait plaisir à voir, même si on pouvait se poser la question de la rapidité de son retour sur la piste. On connaissait pas trop son état physique. Les commentateurs ce week-end ont dit que les médecins qui l'ont opéré auraient reconnu que l'épaule était quand même bien abîmée. Il a terminé P7 ce dimanche. Il disait qu'il sentait que les pilotes étaient plus rapides que lui et qu'il avait préféré lever le pied un petit peu. C'était plus intelligent, je pense, que d'aller se remettre au bac et de se blesser à nouveau. On a aussi vu un Divya qui était un peu décevant en début de course, mais qui est quand même très très bien remonté puisqu'il finit à la cinquième position. Il avait aussi fait lui une très belle sprint en terminant sur le podium. C'est toujours, comme c'est le cas depuis quelques semaines, le meilleur des Ducati sur un week-end dans son ensemble. Puis il y a quand même une chose qui a fait plaisir à toute l'équipe, mais particulièrement à Pierre, et on le note puisque c'est important, c'est le podium de Bagnaia, qui est un podium à 100% cette fois, pas récupéré après quelques pénalités comme ça a été le cas avec la disqualification de Mir. C'était un peu inattendu, peut-être l'euphorie de la course, l'euphorie d'être sur ses terres, mais il a fait une très très belle course ce week-end. Oui, c'est clair, ça faisait longtemps qu'on attendait de revoir Bagnaia à ce niveau-là, avec cette aisance sur piste et sa maestria en fait au guidon de la Ducati. Là, il est sur une piste qu'il adore. Il a gagné 3 ans d'affilée, je crois, 2022, 2023, 2024. Et du coup, c'est trop bien de le voir sur le podium. En conférence après la course, il y a un journaliste italien qui lui a demandé si c'était le retour du Pecco Bagnaia qu'on connaissait avant et la fin de toutes les galères, et il a rien répondu, mais il avait juste les doigts croisés, comme pour dire qu'il espérait très fort que ce soit le cas. Il y a eu un petit magnéto sur Canal sur Pecco où il disait que c'était effectivement un peu frustrant de ne plus être au plus haut niveau, et qu'il savait un peu les raisons, et surtout que son but c'était d'y revenir. Et je pense qu'on a revu un Pecco en grande forme ce week-end et qu'il est toujours là quelque part derrière. On sait pas trop où, mais il est toujours là et qu'on peut espérer peut-être dans les mois, si on est optimiste, dans les années à venir, le revoir au plus haut niveau. Il sait qu'il va à un endroit où il sera très bien traité. Et je pense qu'au niveau psychologique, voir tout l'enthousiasme et toute la chaleur du public après avoir fini sur le podium avec son meilleur pote Marco Bezzecchi, ça a pu que lui faire du bien. Donc ouais, ce serait bien que ça le remette sur les rails, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Des Honda, on a eu aussi une belle surprise de Morera en qualif et même pendant la sprint, même s'il n'a pas marqué de points puisqu'il termine P10. On n'a par contre pas vu Mir et Marini ce week-end. Est-ce qu'ils sont venus? On n'est pas sûr. Alors que Marini, il était quand même à la maison. Peut-être parce que son frère n'était pas là, il s'est dit flemme de me donner en spectacle. Puis on a eu Crutchlow, comme on l'a dit, qui a fait le comeback, qui a fini dernier en sprint et qui n'a pas fini dimanche puisque il a eu un problème technique. Globalement, Honda, c'est pas le week-end rêvé pour la marque. C'est pas le week-end rêvé, mais c'est un week-end avec de très bonnes bases pour le futur. Parce que Morera, il a fait un début de sprint incroyable. Il était 4e ou 3e à un moment même. Il a fait un dépassement sur Marc Marquez où ensuite il y a eu un échange assez sympa. On l'a vu dire qu'il voulait avoir pu le doubler au moins une fois en course parce qu'il savait pas quand est-ce que Marquez prendrait sa retraite, et que du coup, quand il a vu l'opportunité, il a fait le dépassement, et après il a eu une photo de ce dépassement, il a demandé à Marc de la signer, donc ça c'était chouette. C'est hilarant. Et vraiment ils s'entendent très bien les deux, ils s'entraînent ensemble, et je pense que Honda s'est pas trompé dans le choix de son pilote. On entend de plus en plus que peut-être Morera serait promu dans le team usine et que finalement David Alonso irait chez LCR pour la première année. Et pour moi, c'est un très bon choix. Mir et Marini, on les a pas vus tellement de la course, mais on a quand même vu Marini parce qu'il a été lent en essai ou en qualif, je sais plus. Et il a gêné Morbidelli juste derrière lui et surtout Jorge Martin. Du coup, il a eu des places de pénalité sur la grille. Puis pour Crutchlow, Crutchlow, il a pu venir avec sa fille qui comprenait ce qui se passait dans le box, parce que les dernières fois où elle était venue, elle était toute petite et elle avait pas forcément un œil sur tout ce qui se passait, et elle comprenait pas ce qui était en train de se dérouler autour d'elle. Là, elle est assez grande, elle a tout compris, elle a attendu son papa quand il revenait au box,
Et pour la course longue, apparemment, il y a aussi un problème musculaire pour Cal Crutchlow. C'est l'impact physique en fait d'une course, d'un week-end de course sur ces machines, quoi. Ouais, mais au moins, moi j'étais assez contente de le revoir parce que c'est un pilote qui est quand même très chouette. Moi, ça m'a rappelé Oui, la grande tu époque. m'étonnes et je trouve que c'est bien, il remet un peu de naturel et de franc-parler dans les conversations, dans les conférences de presse, dans les interviews. C'est ce que disait Matt Oxley. Il disait que ça faisait très très longtemps que les médias avaient autant ri pendant des débriefs avec le retour de Crutchlow. Ouais, puis après, il a redit ça le lendemain pour l'interview qu'il a faite d'Andrea Iannone qui a gagné sa course en Harley-Davidson Baggers Cup. On va pas en parler. On peut parler de toutes les catégories automne, sauf de celle-ci. Je suis bien d'accord. En tout cas, moi, ça m'a rappelé un peu la grande époque Crutchlow-Miller et ça m'a un peu manqué. On va parler rapidement d'Yamaha puisqu'après on terminera avec Aprilia. Côté d'Yamaha, on a Rins qui passe en Q2 mais qui chute en course. Voilà, Il rien faisait une de... bonne course, hein, c'était la meilleure Yamaha. Ouais. Et on a aussi Miller et Toprak qui finissent en fond de classement. Le point à relever quand même côté Yamaha, c'est la fatigue globale, l'exaspération de Fabio Quartararo qui était en difficulté tout le week-end. Il a dit ouvertement qu'il n'y avait pas d'objectif sur cette course pour lui, qu'il voulait faire de son mieux pour s'amuser un petit peu. Ça, c'est ce qu'il a dit en début de course et à la fin de la sprint hier. Et puis au final, après sa fin de course, derrière Miller et Toprak, il finit très très loin au classement puisqu'il va terminer 18e. Il a lâché en interview que c'était un week-end globalement, une course globalement catastrophique, qu'il y avait rien à en garder et puis surtout que la motivation n'était plus là. Il a aussi dit que potentiellement en arrivant sur un circuit où c'est plus facile pour lui, la motivation reviendrait, mais que pour l'instant elle est plus là. Oui, il parlait du week-end en tant que tel, que la motivation était plus là, mais que quand il arriverait sur une piste qui lui convient mieux, ça reviendrait. Je trouve que le classement, forcément, il est pas encourageant pour Fabio. Il finit dernier des Yamaha et puis les Yamaha étaient en paquet pendant toute la course. Je comprends que ce soit hyper démoralisant quand on a connu les sommets d'une victoire au Mugello avec la Yamaha et tout ce que ça engendre comme réaction du public et comme adrénaline, de se retrouver à végéter en fond de classement. Mais là, je pense qu'il a pas forcé son talent, quoi. Non, c'est clair. Et puis, moi, je trouve ça un peu frustrant. On pourra lui reprocher ce qu'il veut. Je trouve que là, ses interviews, elles étaient au juste niveau de ce qu'avait renvoyé Yamaha tout le week-end. Il n'a pas été trop dur dans ses propos. Il a été honnête. Je l'ai trouvé quand même décomposé dans les interviews. Le visage même pas fermé, juste visage exaspéré et triste de la situation. Il disait aussi, pas Fabio, mais les bruits de paddock disaient que déjà que la moto a du retard, cette moto a du retard sur cette saison par rapport à ses coéquipiers. Yamaha a aussi du retard parce qu'ils essayent de sauver cette moto pour sauver leur saison et en même temps, du coup, ils prennent du retard sur l'entraînement et sur le développement de la moto pour la saison prochaine. Donc, il y a un petit... encore une fois, ça donne l'impression qu'Yamaha font pas les choses dans l'ordre. On verra ce que ça donne en 2027, mais pour l'instant, ça semble quand même assez compliqué pour le constructeur. On va clôturer cet épisode automne si ça te convient avec, tu vois, je l'ai gardé pour la fin, avec oui, bien Aprilia. sûr, le meilleur pour la fin. Exactement, là on peut se permettre pour une fois, depuis quelques fois depuis le début de la saison, mais et particulièrement pour toute la saison, ce week-end. ce sera comme ça. J'ai hâte de pouvoir afficher ma grande affiche de Marco Bezzecchi, champion du monde, dans mon salon. Retenez bien cet épisode, s'il n'est pas champion du monde, vous pourrez venir vous foutre de moi. Automne, toi la première si t'as envie, mais j'y crois. Je touche de la peau de singe pendant qu'on enregistre. Pour moi, on va passer de 54 titres mondiaux pour Aprilia à 56, parce qu'il y aura le titre constructeur et le titre pilote, mais... Ça serait beau. On a failli avoir un triplé Aprilia encore ce dimanche avec Ogura qui aurait pu aller chercher les points face à un Bagnaia. Il l'a passé quelques instants, mais il s'est fait repasser par l'Italien. On a aussi, on l'a dit, un Raúl Fernandez qui a été prendre la victoire en sprint, mais qui s'est raté au premier virage dimanche et il perd tout pour remonter 8e. Donc ça, c'était... les à côté entre guillemets du côté de Trackhouse pour Aprilia qu'on fait tous les deux un très très bon week-end. Brivio devait être très satisfait, il avait l'air un peu déçu du loupé de Fernandez ce dimanche, mais en tout cas il a que de quoi se féliciter pour la performance de ses pilotes. Et puis le plus important quand même, c'est la très belle course de Bezzecchi et de Martin, que ce soit ce dimanche comme ce samedi.
Samedi, Bezzecchi a pris un moins bon départ et est obligé de se contenter de la 4e place. Mais le dimanche, c'est tout l'inverse et Martin et Bezzecchi finissent encore tous les 2 sur le podium. Bezzecchi qui l'a dit d'ailleurs, réalise un rêve puisque depuis qu'il est tout petit, il rêve de gagner au Mugello il venait voir les courses ici. Et puis il a pu se battre avec son meilleur pote sur la piste qu'il connaît par cœur. Qu'il passe ses week-ends au ranch chez Valentino Rossi à se bagarrer avec Bagnaia. Franchement, je pense le dimanche a fait que le week-end de Bezzecchi devait être un 10 sur 10. C'est très drôle d'ailleurs de voir, je sais pas si tu as vu ces images automne, mais ce qu'ils appellent la cool room, Ouais, où ouais, les ouais, avec pilotes débriefent. Bagnaia. C'est ça, avec Bagnaia et Bezzecchi qui débriefent tous les deux en italien devant la télé et Martin à côté qui les regarde avec un sourire en mode voilà. J'ai trouvé Non, mais ça très j'ai très trouvé rigolo. génial parce qu'on sait que Bagnaia, c'est quelqu'un avec beaucoup d'empathie, de sensibilité et qui pense beaucoup aux autres. Mais là, il était juste super content pour son pote et il lui a dit, mais tu te rends compte de ce que tu as réussi à faire? Tu viens de gagner le Mugello, c'est génial. Et je pense que ça a aidé aussi Bezzecchi à réaliser ce qui venait de se passer. Donc non, c'était génial. Bezzecchi, il a été très malin, il a pas trop tapé dans ses pneus au début de la course, il a su prendre son mal en patience en restant derrière Bagnaia pour le passer juste au bon moment quand il sentait que Martin revenait. Et du coup, le fait que Martin et le tampon Bagnaia galèrent à le passer, et ça a fait un écart qui était impossible à rattraper ensuite. Et puis Bezzecchi, de toute manière, au niveau des chronos, il maîtrisait, il gérait l'écart. Et pour moi, c'est une de ses plus belles victoires de sa carrière, quoi. Ouais, je pense que ça surpasse l'Argentine pour moi dans le top victoire de Bezzecchi. En tout cas, c'était vraiment beau à voir, comme on l'a dit en début de catégorie, mais la communion qu'il y a eu avec le public, avec l'ambiance, les fumigènes. Avec Nico, on est à 2 doigts d'aller demander la nationalité italienne, Automne. Potentiellement, demain, tu nous donnes des cours pour apprendre l'italien. Mais c'était que trop beau à voir pour ces pilotes et ça présage que des bonnes choses. Je pense que Martin va lui aussi avoir envie d'aller chercher un titre. Il va revenir à la bagarre avec Bezzecchi sans trop se poser de questions. Alors franchement, moi je prie pour un titre de Bezzecchi, mais ce serait tellement Martin de gagner un titre et d'amener le numéro 1 chez un autre constructeur. Non mais ça suffit parce qu'après il va arriver chez un constructeur, il va dire en fait je suis pas content, je me casse. C'est bon, on la connaît l'histoire. On va terminer avec une question que j'ai pour toi. J'y pensais cet après-midi. J'écoutais. Alors désolée, je les cite à nouveau, mais parce que ils ont sorti un épisode il y a quelques semaines. Ils se sont réveillés de leur hibernation pour vous sortir un épisode et revenir dans 6 ans. L'épisode de la boîte à clapper sur le début de la saison 2026. Et c'est Yvan qui disait qu'un titre sans un Marc Marquez capable d'aller chercher le titre de champion et de pouvoir aller se battre avec les pilotes, c'était un sous-titre de champion du monde sans Marquez. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord de cette histoire de titre au rabais. Le seul titre pour lequel on sait qu'il vaut pas tout à fait un titre mondial comme les autres, c'est celui de 2020 avec la période du Covid, parce que c'était quand même très particulier. Il y a des pilotes qui ont été interdits de participer parce qu'ils avaient le Covid. On pense à Valentino Rossi. Il y avait très peu de Grands Prix. C'était quelque chose à part. Mais sinon, de toute manière, il faut être le meilleur des pilotes qui sont sur la piste. Bien sûr qu'on préférerait que ça se fasse à la régulière avec Marquez en pleine possession de ses moyens. Mais les autres pilotes peuvent pas maîtriser l'état de santé de Marc Marquez. Et le titre de Martin, les titres de Bagnaia, le titre de Fabio, ils sont tout aussi valables. Je pense que les pilotes, eux, espèrent gagner un titre face à Marquez en pleine possession de ses moyens, c'est sûr. Ouais, je vais pas te paraphraser, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, faut pas oublier qu'à un moment donné, Marquez va aller prendre sa retraite. Donc, est-ce que ça veut dire que les prochains titres sont des sous-titres Marquez-Rossi? Je ne pense pas. Mais c'est toujours intéressant de se poser la question parce que c'est toujours quelque chose qui est remis en question alors que ça n'a pas lieu d'être. Ton, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. On va se retrouver dès la semaine prochaine. La pause est courte pour le Grand Prix de Hongrie au Balaton Park. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Et si vous avez envie de parler de MotoGP avec nous, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Discord et Twitter. En attendant, vous avez aussi le replay des courses World Superbike et des courses FSBK du week-end à Nogaro. Vous avez de quoi faire. Merci beaucoup, Automne. C'était un plaisir, ce petit tête-à-tête avec toi pour débriefer du Mugello. Et je te dis à très vite. Ouais, merci beaucoup. Ciao.